deuxième table ronde de la journée avec une question centrale. On a parlé des principes tout à l'heure, et là on va se demander quelle philosophie politique aujourd'hui, avec un certain nombre d'intervenants qui ont passé une bonne partie de leur vie à réfléchir à cette question. Ces intervenants seront Chantal Mouffe, Patrick Vivret, Alain Caillet et moi-même. On m'a fait la gentillesse de m'inviter à cette table. Vous connaissez maintenant notre fonctionnement. Nous allons introduire ces questions avec un certain nombre de, en l'occurrence, un chant qui est tiré du final de l'opéra Katsu de Brecht, qui sera chanté par Roxane Zoria. Non. Si vous insistez vraiment, je vais bien. Et pas Jean-Claude Fall. Roxane et Jean-Claude ont d'ailleurs monté un superbe cabaret Brecht, il y a combien? Il y a 2-3 ans? 2 ans? Non, c'est gentil, mais c'est plus. Ah, c'est je l'ai vu en vidéo et vous n'avez pas, vous, d'un ni l'autre changé. Bien. Donc, et ensuite, j'appellerai Bernadette Le Sachet pour une lecture de partie de Malaise dans la culture de Freud. C'est à vous, merci. Messieurs, au lieu de prêcher l'abstinence, l'amour du bien et l'horreur du péché, vous feriez mieux de nous remplir la panse. Après, vous aurez le temps de prêcher. Vous aimez vos bonbons et notre honnêteté. On ne saurait assez le répéter, mais vous pouvez le retourner dans tous les sens. D'abord la bouffe, ensuite la morale. Commencez par donner à tous les pauvres gens votre gâteau pour calmer leur fringale. De quoi l'homme vit-il? De quoi l'homme vit-il? Il vit de l'homme, en le volant, pillant, torturant et massacrant. L'homme est un loup pour l'homme, mais il oublie souvent qu'en fin de compte, il est un homme. Messieurs, vous ne pourrez pas l'empêcher, car l'homme ne vit que de tous les péchés. Messieurs, vous décrétez quand une femme peut relever ses jupes et ses jupons. Vous oubliez que nos ventres réclament des entrecôtes avant des sermons. Vous aimez notre honte et votre volupté. On ne saurait assez le répéter. Et vous pouvez le retourner dans tous les sens. D'abord la bouffe, ensuite la morale. Commencez par donner à tous les pauvres gens votre gâteau pour calmer leur fringale. De quoi l'homme vit-il? De quoi l'homme vit-il? Il vit de l'homme, en le volant, pillant, torturant et massacrant. L'homme est un loup pour l'homme, mais il oublie souvent qu'en fin de compte, il est un homme. Messieurs, vous ne pourrez pas l'empêcher, car l'homme ne vit que de tous les péchés. Bernadette Le Sachet pour une lecture
une partie de la cinquième partie de la Malaise dans la culture de Brecht. Vous allez voir que ce n'est pas sans rapport. Mais justement, c'est la même chose. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de rapports entre le texte de chant de Brecht et le texte de Freud. Je rappelle au passage et je remercie au passage Bernadette qui a été présente dans les précédentes éditions de Philosophie à vif et qui a été, il y a 3 ans, un merveilleux Socrate, peut-être le plus beau Socrate que j'ai vu. Alors maintenant, Sigmund Freud, ou Brecht, comme vous voulez, 1929, Malaise dans la civilisation. L'homme n'est point cet être débonnaire, au cœur assoiffé d'amour, dont on dit qu'il se défend quand on l'attaque, mais un être, au contraire, qui doit porter au compte de ses données instinctives une bonne somme d'agressivité. Pour lui, par conséquent, le prochain n'est pas seulement un auxiliaire et un objet sexuel possible, mais aussi un objet de tentation. L'homme est en effet tenté de satisfaire son besoin d'agression aux dépens de son prochain, d'exploiter son travail sans dédommagement, de l'utiliser sexuellement sans son consentement, de s'approprier ses biens, de l'humilier, de lui infliger des souffrances, de le martyriser et de le tuer. Homo homini lupus, l'homme est un loup pour l'homme. Qui aurait le courage, en face de tous les enseignements de la vie et de l'histoire, de s'inscrire en faux contre cet adage? En règle générale, cette agressivité cruelle, ou bien attend une provocation, ou bien se met au service de quelques desseins qu'on pourrait accomplir par des moyens plus doux. Dans certaines circonstances favorables, en revanche, quand par exemple les forces morales qui s'opposaient aux manifestations de l'agressivité et jusque-là les inhibaient ont été mises hors d'action, elle se manifeste aussi, l'agressivité, de façon spontanée, démasque sous l'homme la bête sauvage qui perd alors tout égard pour sa propre espèce. Quiconque évoquera dans sa mémoire les horreurs des grandes migrations des peuples ou les guerres devra s'incliner devant cette conception et en reconnaître le bien fondé. Cette tendance à l'agression que nous pouvons déceler en nous-mêmes et dont nous supposons à bon droit l'existence chez autrui, constitue le facteur principal de perturbation dans nos rapports avec notre prochain. C'est elle qui impose à la civilisation tant d'efforts. Par suite de cette hostilité primaire qui dresse les hommes les uns contre les autres, la société civilisée est constamment menacée de ruine. L'intérêt du travail solidaire ne suffirait pas à la maintenir. Les passions instinctives sont plus fortes que les intérêts rationnels. La civilisation doit tout mettre en œuvre pour limiter l'agressivité humaine et pour en réduire les manifestations à l'aide de réactions psychiques d'ordre éthique. De là, cette mobilisation de méthodes incitant les hommes à des identifications et à des relations d'amour qui exigent une restriction de la vie sexuelle. De là aussi cet idéal imposé d'aimer son prochain comme soi-même, idéal dont la justification véritable est précisément que rien n'est plus contraire à la nature humaine primitive. Tous les efforts fournis en son nom par la civilisation n'ont guère abouti jusqu'à présent. Elle croit pouvoir prévenir les excès les plus grossiers de la force brutale en se réservant le droit d'en user elle-même envers les criminels. Mais la loi ne peut atteindre les manifestations plus prudentes et plus subtiles de l'agressivité humaine. Chacun de nous en arrive à ne plus voir que des illusions dans les espérances mises pendant sa jeunesse en ses semblables et comme telles, à les abandonner. Chacun de nous peut éprouver combien la malveillance de son prochain lui rend la vie pénible et douloureuse, mais il serait injuste de reprocher à la civilisation de vouloir exclure de l'activité humaine la lutte et la concurrence. Sans doute sont-elles indispensables, mais rivalité n'est pas nécessairement hostilité. C'est simplement abuser de la première que d'en prendre prétexte pour justifier la seconde.
Selma va modérer nos débats. Alors, dans l'ordre des interventions, nous commencerons donc par Chantal Mouffe, qui est philosophe, professeur à l'université de Westminster à Londres, et qui est l'auteur donc de l'illusion du consensus paru récemment. Ensuite, nous aurons Patrick Zivray, qui est lui aussi philosophe et auteur notamment de La cause humaine, du bon usage de la fin du monde. D'un monde. De la fin d'un monde. Et ensuite, nous aurons Alain Cagnier, qui est sociologue, anthropologue aussi, et donc l'initiateur du mouvement convivialiste. Et ensuite, nous terminerons par Damien Robert Dufour, philosophe aussi, et auteur dernièrement du Délire occidental et ses effets actuels dans la vie quotidienne, travail de l'Asie à nous. Donc vous avez tous les quatre une dizaine de minutes. Pour l'invitation. D'abord, je vais commencer en fait par faire une petite spécification en ce qui concerne, parce que bon, on parle du bon usage du rôle de la philosophie politique. Bon, moi, en fait, je préfère le terme théorie politique que philosophie politique. C'est une distinction qu'on fait en général dans le monde anglo-saxon, parce que par philosophie politique, on entend en général la perspective de Léo Strauss. Et tous les gens qui ne s'inscrivent pas dans cette perspective se disent non, moi je fais de la théorie politique. Par exemple, Hannah Arendt ne s'est jamais reconnue comme philosophe politique. Et aujourd'hui, même, il y a toute une discussion parmi les Français entre Alain Badiou et Jacques Rancière sur bon, est-ce qu'ils sont philosophes ou pas. Donc moi, je m'inscris définitivement dans ce que j'appelle la théorie politique. C'est-à-dire, c'est une réflexion qui, tiens, je voudrais le faire remarquer, s'inscrit, c'est tout à fait adéquat là, que je vienne à parler après cette lecture de Freud, parce que ma réflexion s'inscrit complètement dans la lignée de Freud. D'ailleurs, je cite dans un de mes livres la première partie de ce texte qui vient d'être lu, je le cite, donc là, c'est vraiment une bonne continuation. Donc, en fait, ce qui m'intéresse, et c'est la raison pour laquelle je fais de la théorie politique, c'est parce que je crois que la théorie peut aider à poser de manière adéquate des problèmes politiques. Je ne pense pas du tout, contrairement à certains, que c'est à la philosophie politique, je vais résoudre le problème, à dire ce qu'il faut faire. Mais je crois que la théorie politique peut nous aider à comprendre comment les choses se passent, ce que Machiavel appelait la verita effettuale de la cosa. Donc, moi, je préfère toujours me situer à partir de problèmes concrets et essayer de voir comment la théorie peut nous illuminer pour comprendre ce qui se passe, la situation actuelle, et évidemment comment on peut la transformer. Donc, c'est dans cette ligne-là que s'inscrit mon travail. Bon, quelle est la meilleure façon d'envisager la politique démocratique? Je crois que c'est ici un peu la question qu'on se pose, que nous allons nous poser. Jusqu'il y a quelques années, le modèle le plus en vogue de la théorie politique, c'est celui qu'on appelle de démocratie délibérative. Bon, il est toujours assez en vogue, mais enfin, il est tout de même maintenant plus le seul. Défendu de formes différentes par John Rawls et Jürgen Habermas, par exemple. Mais il y a un autre modèle de pensée de la démocratie, qui est le modèle de la démocratie agonistique. Et c'est dans cette perspective que je m'inscris. Donc je vais proposer ici essayer de vous présenter de manière assez succincte et le plus clairement possible quels sont les présupposés de cette conception agonistique de la démocratie. Et j'essaierai aussi de montrer quelle est la différence entre ma conception agonistique et d'autres, parce que je ne suis pas du tout la seule à parler de modèle agonistique. Mais il y a des différences que je crois assez fondamentales. Une des thèses que j'ai défendues dans mes travaux, c'est que les questions proprement politiques impliquent toujours des décisions qui exigent de faire un choix entre des alternatives qui sont indécidables d'un point de vue strictement rationnel. Je crois que c'est là quelque chose que la théorie libérale ne peut pas admettre, car elle envisage le pluralisme d'une manière inadéquate. Elle reconnaît bien sûr que nous vivons dans un monde où existe une multiplicité de perspectives et de valeurs, et elle accepte qu'il est impossible à chacun de nous, pour des raisons qu'elle croit empiriques, ça je crois que c'est important, de toutes les adopter, mais elle imagine que mises ensemble, ces perspectives et ces valeurs constituent un tout harmonieux et non conflictuel. C'est pourquoi ce type de pensée est incapable de rendre compte du caractère inéluctablement conflictuel du pluralisme qui découle de l'impossibilité de réconcilier tous les points de vue,
et c'est ce qui conduit cette pensée à nier le politique dans sa dimension antagoniste. Dans mon travail, j'ai fait une différence, je propose de faire une différence entre le politique et la politique. Alors, de nouveau, je ne suis pas la seule à faire ça, mais il y a beaucoup d'auteurs qui le font, mais de façon assez différente. Alors, ça devient très confus. Donc, je vais essayer de vous dire ce que j'entends. Pour moi, le politique, c'est avoir la dimension d'antagonisme qui est inéradicable dans les sociétés humaines. Et c'est, pour prendre un vocabulaire heideggérien, on dirait ça se situe au niveau de l'ontologie. Tandis que la politique, c'est l'ensemble des pratiques, des discours, des formes de vie qui tentent à établir un ordre, à organiser la coexistence humaine, mais dans un contexte qui est toujours un contexte conflictuel, parce que c'est un contexte qui est traversé, on peut dire, par la dimension de l'antagonisme du politique. Donc, le politique, c'est au niveau ontologique, la politique, c'est au niveau ontique. Donc, j'affirme que c'est uniquement lorsqu'on prend en compte le politique dans sa dimension d'antagonisme que l'on peut saisir le défi que doit affronter la politique démocratique. La vie publique ne pourra jamais faire l'économie de l'antagonisme car elle concerne l'action publique et la formation d'identité collective. Elle vise à constituer un nous dans un contexte de diversité et de conflit. Or, pour constituer un nous, c'est une autre de mes thèses, il faut le distinguer d'un eux. C'est pourquoi la question cruciale d'une politique démocratique n'est pas d'arriver à un consensus sans exclusion. Cela reviendrait à la création d'un nous qui n'aurait pas comme corrélat un eux, et c'est justement que je le mets en question, mais à parvenir à établir la discrimination nous-eux d'une manière qui soit compatible avec le pluralisme. Selon le modèle de pluralisme agonistique, de démocratie agonistique que j'ai développé dans plusieurs de mes travaux, ce qui caractérise la démocratie pluraliste, c'est d'instaurer une distinction entre la catégorie d'ennemis et d'adversaires. Cela signifie qu'à l'intérieur du nous, qui constitue la communauté politique, donc je parle ici de l'adversaire, lorsqu'il y a à l'intérieur du nous qui constitue la communauté politique, l'opposant ne sera pas considéré comme un ennemi à abattre, mais comme un adversaire dont l'existence est légitime. Ces idées seront combattues avec vigueur, mais son droit à les défendre ne sera jamais mis en question. Une fois qu'on a distingué entre antagonisme, ça c'est l'antagonisme disons pur, c'est le rapport ami-ennemi, et l'agonisme, qui est un rapport entre adversaires, on est en mesure de comprendre, je crois, pourquoi l'affrontement agonistique, loin de représenter un danger pour la démocratie, est en réalité sa condition même d'existence. La démocratie ne peut certes survivre sans certaines formes de consensus qui doivent porter sur l'adhésion aux valeurs éthico-politiques qui constituent ces principes de légitimité et sur les institutions dans lesquelles elles s'inscrivent, mais elle doit aussi permettre au conflit de s'exprimer. Et cela requiert que les citoyens aient vraiment la possibilité de choisir entre des réelles alternatives. Lorsqu'ils vont voter, il faut vraiment qu'on leur offre des alternatives réelles. Et en fait, ce dont je parle dans mes travaux, je parle d'un consensus conflictuel. Donc il faut le consensus sur les principes éthico-politiques, les principes de légitimité. Pour nous, enfin, dans notre modèle de démocratie, liberté, égalité pour tous, mais évidemment, il s'agit toujours, quand on dit qu'est-ce que c'est la liberté, qu'est-ce que c'est l'égalité, bon, il y aura toujours des interprétations qui seront en conflit. Donc il faut justement la possibilité que ces interprétations existent et qu'il y ait personne qui prétende avoir la vérité sur la liberté ou la vérité sur l'égalité. Donc ça a à voir avec la dimension de l'antagonisme. Qui pour moi, il y a en fait, pour penser la politique, il y a deux concepts fondamentaux, l'antagonisme et l'hégémonie. Et justement, c'est à propos de l'hégémonie que je voudrais dire quelque chose, parce que je crois qu'il est important d'introduire à ce point la catégorie d'hégémonie qui va nous permettre de rendre compte de la nature de la lutte agonistique. Pour appréhender le politique, comme possibilité toujours présente de l'antagonisme, je vous rappelle, il est nécessaire de reconnaître l'absence d'un fondement ultime et l'indécidabilité qui imprègne tout ordre. C'est précisément à cela que fait référence la catégorie d'hégémonie, qui indique que toute société est le produit de pratiques qui visent à instituer un ordre dans un contexte de contingence. C'est bien ça que j'entends par la politique. Tout ordre social est donc de nature hégémonique et son origine est politique.
Le social est ainsi constitué de pratiques hégémoniques sédimentées, c'est-à-dire de pratiques qui occultent les actes originaires de leur institution politique contingente et qui apparaissent comme si elles procédaient d'un ordre naturel. Ce que cette perspective révèle, la perspective hégémonique, c'est que tout ordre résulte de l'articulation temporaire et précaire de pratiques contingentes. Les choses auraient toujours pu être différentes et tout ordre est instauré à travers l'exclusion d'autres possibilités. C'est-à-dire qu'il est toujours l'expression d'une structure particulière de rapport de pouvoir, et c'est en ça que consiste son caractère politique. Tout ordre social qui, à un moment donné, est perçu comme étant naturel, ainsi que le sens commun, ici j'utilise le sens commun dans le sens de Gramsci, qui l'accompagne, est en fait le résultat de pratiques hégémoniques sédimentées, mais jamais la manifestation d'une objectivité qui serait extérieure aux pratiques à travers lesquelles il a été établi. Ce qui est en jeu dans la lutte agonistique, c'est en fait la configuration même des rapports de pouvoir qui structurent un ordre social et le type d'hégémonie qu'ils construisent. Il s'agit d'une confrontation dans la lutte agonistique entre projets hégémoniques opposés qui ne peuvent jamais être réconciliés rationnellement. C'est-à-dire que la dimension antagoniste est donc toujours présente, mais elle est, pourrait-on dire, mise en scène dans un espace symbolique commun et à travers la confrontation dont les procédures sont acceptées par les adversaires. Le modèle agonistique que je propose reconnaît donc le caractère contingent des articulations hégémoniques qui déterminent la configuration spécifique d'une société à un moment donné et le fait qu'en tant que construction pragmatique et contingente, elles peuvent toujours être désarticulées et transformées par la lutte agonistique. Moi, je crois que c'est vraiment important parce que ça vous montre qu'on ne peut pas, cette idée qui est moins les défauts du néolibéralisme, il n'y a pas d'alternative, il y a toujours des alternatives. Tout le temps, l'alternative hégémonique, il est construit à partir de rapports de pouvoir, on peut toujours le désarticuler et réarticuler à notre ordre différent. C'est-à-dire que, en ce qui est différent des modèles libéraux, une telle perspective agonistique tient compte que tout ordre social est politiquement institué et que le terrain des interventions hégémoniques n'est jamais un terrain neutre, parce que ce terrain est toujours le produit de pratiques hégémoniques antérieures. Alors ici, je voudrais dire un mot ce qui concerne l'espace public, parce que l'espace public, à partir de cette perspective, loin d'être envisagé, comme chez le Caché Habermas par exemple, comme le terrain privilégié pour la recherche du consensus, cette perspective agonistique le conçoit comme un champ de bataille, où les projets hégémoniques s'affrontent sans aucune possibilité de réconciliation finale. Bon, je voulais en fait dire la différence entre mon modèle et celui de Hannah Arendt, mais c'est que pour moi c'est un modèle de pluralisme, d'agonisme de pluralisme sans antagonisme. Je termine juste un point qui, à mon avis, est absolument fondamental et je crois que je ne devrais vraiment pas le manquer. C'est que penser la démocratie en termes agonistiques permet aussi de rendre justice au rôle des affects en politique. En effet, une autre carence des différentes conceptions de la démocratie qui la conçoivent comme orientée à l'obtention du consensus, c'est qu'elle requiert d'expulser les passions de l'espace politique en vue d'arriver à un accord rationnel. Ce faisant, elle néglige le rôle crucial que jouent les affects communs dans la construction des identifications politiques. Ces identifications politiques sont toujours construites dans des rapports nous-eux et se cristallisent dans des affects communs. Le politique a nécessairement un caractère partisan et une politique démocratique doit offrir, avec la lutte agonistique, la possibilité de mobiliser les passions vers les objectifs démocratiques. Si les sociétés européennes font face aujourd'hui à une grave crise de représentation, c'est parce qu'ils dominent l'idée qu'il n'y a pas d'alternative à la globalisation néolibérale. Le consensus qui s'est établi à ce sujet entre partis de centre-droit et de centre-gauche, ce que je l'appelle la pause politique, empêche l'émergence d'un débat agonistique qui fournirait aux citoyens l'occasion de s'identifier à des projets différents. C'est cette absence qui explique le succès des partis populistes de droite, qui sont souvent les seuls à rejeter ce consensus post-politique et à s'adresser aux affects. Et je crois que la seule façon d'enrayer leur progression, c'est d'adopter une problématique agonistique qui ne fasse pas l'impasse sur la dimension d'hostilité qui est propre aux politiques. Et que ce n'est qu'à cette condition que l'on pourra envisager une politique capable de répondre aux défis auxquels nous sommes confrontés.
la parole maintenant à Patrick Vivray. Moi, je partirais de ce texte très fort de Camus au lendemain d'Hiroshima, où Camus disait « Toutes les générations ont voulu refaire le monde. Il appartient à la nôtre un objectif peut-être moins ambitieux, mais plus vital, éviter qu'il ne se défasse. » Et c'est en lien direct avec le titre de notre colloque, Convivialisme Now, Apocalypse Tomorrow, parce que la question politique, y compris en prenant l'amendement judicieux de Chantal sur la différence entre théorie et philosophie, c'est que la grande question du politique est la question de l'organisation quand il y a un problème de survie et la capacité à empêcher le déchaînement démesuré de la violence, cette question change de statut à partir du moment où c'est l'ensemble de l'humanité, le frater, puisque le mot frater à l'origine c'est le genre humain, qui se trouve menacé. C'est-à-dire les catégories traditionnelles du politique où on a pacifié, civilisé un ensemble, précisément grâce à l'ennemi, le barbare. Je trouve très intéressant et je partage la distinction que fait Chantal entre l'ennemi et l'adversaire qui accompagne l'autre distinction entre la violence et le conflit. Mais la raison justement pour laquelle nous sommes d'autant plus obligés de faire ces distinctions, c'est que quand on prend le problème du devenir de la famille humaine, on voit bien que ce qui menace l'humanité, ça n'est pas des barbares extraterrestres, mais sa propre barbarie intérieure. Vous avez quelque chose qui est très révélateur à cet égard, c'est le changement de posture de pilotes de chasse quand ils deviennent astronautes. Le pilote de chasse, c'est par excellence la figure de la logique guerrière. Les pilotes de chasse qui sont devenus astronautes, quand ils ont vu la Terre, vu de l'espace, et quand on voit leurs témoignages, changement radical de perspective. Quels sont les mots-clés de leurs témoignages? D'abord, la beauté de cette planète magnifique. Ensuite, sa singularité. Et le troisième élément, c'est une réflexion sur la fragilité. Fragilité parce que quand on regarde, par exemple, le rapport entre les océans et la fine couche atmosphérique, on voit à quel point cette couche est extraordinairement fragile et à quel point la question des océans est en lien avec la couche atmosphérique. Parce que, par exemple, l'essentiel de la production d'oxygène vient du phytoplancton des océans, beaucoup plus que des forêts, et par conséquent, si dérèglement climatique, atteinte aux biodiversités, acidification, etc., on a une atteinte majeure à la survie des océans comme bien commun, on a aussi une atteinte majeure à l'atmosphère. Donc, question de la fragilité. À partir de cette question de la fragilité, il remonte sur la question clé, est-ce que l'espèce qui est dominante sur cette planète singulière et belle va être capable d'être suffisamment responsable pour éviter de la détruire et au passage pour éviter de se détruire elle-même. Mais ce changement de posture, il s'exprime aussi sur le plan théorique. Parce que chercher beauté et fragilité chez Clausewitz, chez Machiavel, prenez l'art de la guerre, prenez Raymond Aron, etc., et cherchez beauté et fragilité dans l'index, vous aurez du mal. Donc on est dans une situation où il faut à la fois faire le mouvement qu'opère Chantal, et sur lequel je suis complètement d'accord, qui est le passage de la violence au conflit, le passage de la logique de l'ennemi à la logique de l'adversaire, le refus du consensus comme manque d'alternative. Sur tous ces points-là, je suis intégralement d'accord avec Chantal, mais il nous faut intégrer aussi la critique de ce que Michel Rocard, dans son livre « Suicide de l'humanité, suicide de l'Occident », point d'interrogation,
appelle d'un mot que je trouve très fort, la naïveté virile. Et ça n'est pas par hasard si tous les politiques et les géopoliticiens, en tout cas la plupart d'entre eux, sont des hommes. Parce que si je prends la question de la fragilité, le déni de la fragilité est au cœur de leur approche du politique. Et en particulier le déni de la fragilité masculine, parfaitement exprimé dans cette inversion absolument radicale qui consiste à prétendre que la force d'un homme est dans ses couilles, alors que chacun d'entre nous sait bien que c'est au contraire sa zone de fragilité maximale. Et oui. Et donc, le déni de la fragilité, qui conduit effectivement à considérer que la logique de rivalité est première, qu'il n'y a pas d'alternative à la logique de rivalité, alors qu'il y a une autre voie qui peut être explorée, c'est la reconnaissance mutuelle de notre fragilité comme être humain, fragilité qui est évidente au début de la vie, mais qu'on peut constater aussi à tous les autres moments clés. Relisez par exemple des textes extraordinaires de Churchill, qui incarnent formidablement la naïveté virile, et comment un Churchill s'écroule en larmes. Parce que tout d'un coup, il dit « j'ai emmené le peuple britannique sur une perspective qui peut lui paraître grandiose, et moi je sais que je l'emmène vers des catastrophes, et il s'effondre en larmes ». Non, ça évidemment, vous ne le trouverez pas dans les manuels de géopolitique, parce que la question de la fragilité est à ce moment-là centrale. Et donc la commune reconnaissance de la fragilité, et que l'une des réponses par excellence de la fragilité, c'est évidemment la tendresse, que par exemple le toucher est un élément absolument essentiel, et quand on a interdit à un petit humain, et en particulier à un petit humain mâle, de n'avoir comme seule perspective du point de vue du toucher que le toucher sexuel ou le toucher violent, il ne faut pas s'étonner si ensuite on a des problèmes de nos sociétés. Donc j'introduis dans la perspective du passage de la logique de violence à la logique du conflit, de la logique de l'ennemi à la logique de l'adversaire, l'intégration de ce que Édouard Glissant appelle la question de la mondialité, le fait que le devenir de la famille humaine est menacé par sa propre barbarie intérieure et non pas par une barbarie extérieure, que du coup le travail sur notre déni de fragilité devient un élément central, ce qui nous permet au passage de réunifier les approches du politique, théorique et philosophique avec une grande partie des approches qui nous viennent des sciences humaines, mais qui va nous permettre aussi d'ouvrir à la perspective convivialiste, et c'est sur ce point que je vais terminer, non seulement évidemment la perspective maussienne, et qui rejoint aussi ce que Chantal vient de nous dire, c'est-à-dire la possibilité de nous opposer sans nous massacrer, bien sûr, et c'est fondamental, mais aussi l'alternative à la naïveté virile, qui fait que nous avons aussi la possibilité de progresser en qualité d'amour. Moi, j'ose le mot d'amour. Parce que l'un des éléments centraux de la sinistrose, bien plus grave que la sinistrose de l'hypercapitalisme, c'est celle qui nous fait croire que nous sommes condamnés à chuter en amour, on tombe en amour, on tombe enceinte, que le bonheur est associé forcément à l'ennui, les peuples heureux n'ont pas d'histoire, ils furent heureux, ils eurent beaucoup d'enfants, fin de l'histoire, et que le sens est forcément associé à la guerre. Alors que nous avons au contraire la possibilité de dire « ça n'est pas vrai, il est possible de s'élever en qualité d'amour ». C'est précisément l'enjeu de la reconnaissance de l'altérité. C'est la sortie de la pornéia comme amour d'absorption vers un amour qui reconnaît pleinement l'altérité. Nous avons la possibilité de vivre à la bonne heure, c'est-à-dire de vivre l'intensité de l'aventure de vie qui n'est pas un ennui, et la pluralité des traditions de sens, c'est une chance pour l'humanité, à condition évidemment que cette pluralité est reconnue dans des règles telles que le pluralisme et la tolérance sont posées. Alors oui, si on réunit ces conditions, eh bien non seulement on peut passer de la violence au conflit, des ennemis aux adversaires, mais on peut aussi progresser du côté de la joie de vivre, de considérer qu'autrui est aussi un compagnon de route en humanité, et nous sommes à ce moment-là dans l'alternative aux passions tristes dont parlait Spinoza.
essayer de parler un petit peu plus vite, parce qu'on m'a dit tout à l'heure qu'on m'entendait très mal. Est-ce qu'on m'entend? Mieux. Bien, merci. En écho immédiat à ce que vient de dire Patrick, si éloquemment, l'un de mes amis, spécialiste de communication, me disait l'autre jour, le mot convivialiste c'est quand même trop gentillé, il faudrait l'écrire autrement. Il disait on pourrait l'écrire, on va parler, l'écrire comme ça, convive, Q-U'-O-N, vive, convive enfin. Enfin, c'est ce que point d'exclamation. Voilà. Convive enfin, point d'exclamation, / convivialiste. J'avais pensé pour ces 10 minutes reprendre un petit peu, il me semblait que c'était mon rôle, des éléments de philosophie politique convivialiste ou de théorie politique convivialiste, mais je me suis dit que si vous êtes là, c'est que vous en avez quand même une certaine idée, que ce n'était peut-être pas la peine, et qu'il valait mieux essayer d'avancer un petit peu. Je rappellerai simplement le point qui, à mes yeux, est central dans cette affaire du convivialisme, qui, je crois, fait relativement consensus. C'est l'idée que ce qui nous manque le plus pour inventer un monde alternatif au monde, celui du capitalisme anti-spéculatif, à celui du néolibéralisme, c'est pas tellement des projets de politique économique alternative ou de politique écologique alternative, c'est vraiment une théorie politique alternative. Alors, le mot théorie n'est pas bon, une philosophie politique alternative, une doctrine, une idéologie, comme on voudra, mais en tout cas quelque chose qui nous permette d'aller, c'est l'autre partie du consensus, qui nous permet d'aller au-delà des grands discours hérités de la modernité, libéralisme, socialisme, communisme et anarchisme. Mais je ne développe pas ce point, je voudrais prendre le problème par un bord un peu différent, qui fera d'ailleurs écho à ce que disait Alain Supiot tout à l'heure, et me demander qu'est-ce que c'est qu'une société? Qu'est-ce que c'est qu'une société et qu'est-ce qui la fait tenir ensemble? À cette question-là, la réponse principale est celle qui est fournie dans le sillage de Hobbes, avec de multiples variantes, vous la connaissez tous. L'homme est un loup pour l'homme, et parce que n'importe qui est toujours assez fort pour pouvoir tuer n'importe qui, alors l'humanité est vouée à vivre dans la terreur permanente, dans la crainte permanente, jusqu'à ce qu'apparaisse un despote, un souverain en surplomb, qui s'approprie le monopole de la violence légitime et qui mette enfin un terme à la terreur. Lorsque la crainte est supprimée, alors on peut se livrer à la passion uniquement acquisitive, à la passion de la satisfaction des biens, des besoins matériels, et se débarrasser des luttes pour la reconnaissance, c'est-à-dire de la quête de ce que nous pouvons appeler la vainglory, la vaine gloire, les guerres de gloire, de rivalité, etc. Cette philosophie est assez séduisante, surtout à un moment où la crainte revient en force de partout, et où nous sommes tentés de remettre effectivement notre pouvoir de tuer à une instance en surplomb qui, si elle pouvait, nous garantir la paix. Mais en même temps, on voit bien qu'au fond, ce qui alimente le terrorisme à l'échelle mondiale, c'est précisément l'ensemble des doctrines qui sont les héritières de cette philosophie ancienne et qui légitime, par des biais divers, ce néolibéralisme qui déclenche une guerre de tous contre tous, mais au niveau économique cette fois. Comment est-ce qu'on peut reprendre, en d'autres termes, d'une autre manière, cette question de savoir qu'est-ce que c'est qu'une société? Qu'est-ce qui la fait tenir ensemble? Je voudrais proposer quelques éléments, de manière très schématique, quelques éléments de réflexion, inspirés là aussi de Marcel Mauss, principalement, mais pas seulement. Et je dirais la chose suivante, une société, c'est d'abord, à la racine, dans son noyau, le système d'une triple alliance. Une alliance horizontale, là on va retrouver ce que nous disait Chantal. Cette alliance, c'est celle qui met fin à la guerre, c'est qui, dans la relation ami-ennemi, délimite le cercle de ceux qui seront amis plutôt qu'ennemis. Cette alliance-là, elle circonscrit également l'espace du ici par opposition à l'espace du là-bas. Et puis il y a une deuxième alliance, qui est l'alliance que j'appellerais diagonale. C'est l'alliance entre les générations, qui se produit à travers le don de la vie que donnent les femmes. C'est l'alliance entre les ancêtres et les descendants. C'est donc l'alliance entre le passé et l'avenir. Voilà, le deuxième système de coordonnées. Et puis, il y a une troisième alliance, c'est l'alliance avec les entités invisibles, ou avec, de manière plus générale, avec l'invisible, avec le cosmos. C'est l'alliance entre l'ici-bas et l'au-delà. Cette alliance, ce qu'il faut comprendre, cette triple alliance qui forme les trois systèmes de coordonnées de toute société humaine, cette triple alliance, il faut comprendre qu'elle est scellée à travers des relations de don et de contre-don. Alors, je ne vais pas entrer dans la discussion sur le beau don qui prête à toutes les ambiguïtés. Vous savez que ce que Mauss analyse, c'est ce qu'il appelle les relations de don agonistiques, et là encore on aura
des échos avec ce que disait Chantal, mais on peut le dire peut-être de manière un petit peu plus détaillée. Vous savez que Mauss parlait de la triple obligation de donner, recevoir et rendre, qui fabrique les sociétés humaines. Il me semble qu'à ces trois moments, il faut en ajouter un quatrième, le moment de la demande. Car cette circulation des dons va fonctionner uniquement à partir du donner, recevoir, rendre. Pour que ça ait un sens, pour que ça soit mis en branle, il faut qu'il y ait une demande qui se manifeste. On le reverra tout à l'heure d'ailleurs à propos de l'entreprise avec Jean-Édouard Grésy. Donc, premier système, la relation ami-ennemi, avec entre les amis, cette relation symbolique, celle qui est unie, qui fonctionne à partir du demander, donner, recevoir et rendre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est cette même relation qui fonctionne également dans l'alliance diagonale, l'alliance entre les générations. Là encore, des ancêtres, des ascendants, on reçoit un certain nombre de choses, ils nous donnent un certain nombre de choses, à condition que nous le recevions comme un don. On peut leur demander de façon quelque chose, et de même, il y a une demande plus ou moins formulée, un formulable, devinable, des générations futures. Là encore, on a cette relation à 4 temps, cette phase à 4 temps, demander, donner, recevoir, rendre. Et la même chose est vraie avec les entités invisibles, avec le cosmos. On ne sait pas très bien ce qu'il y a dedans, mais là encore, c'est ce troisième univers, qui est l'univers du sens. Eh bien, on lui demande quelque chose, on a l'impression qu'il nous donne quelque chose, ou en tout cas, on voudrait qu'il nous donne quelque chose. La première alliance, l'alliance horizontale, elle apporte la paix plutôt que la guerre. La deuxième alliance diagonale entre les générations, elle apporte la fécondité plutôt que la stérilité. Et la troisième, elle apporte le sens, ou elle apporte le faste plutôt que le néfaste, le bonheur plutôt que le malheur. C'est en tout cas ce qu'on lui demande. Voilà comment fonctionne une société quand elle fonctionne. Elle fonctionne quand cette logique du demander, cette logique que j'appellerais symbolique du demander, donner, recevoir, rendre, est plus puissante que la logique inverse que l'on déduit immédiatement. Plutôt que demander, on a le ignorer. Je ne vous connais pas, je n'ai rien à faire avec vous. Plutôt que donner, il y a le prendre. Je ne vais pas vous donner quelque chose, au contraire, je vais vous prendre. Plutôt que recevoir, on refuse tous les dons qui vous sont faits. Plutôt que rendre, on garde. Ça, c'est la logique diabolique, au sens étymologique du terme. Diabolique, c'est ce qui sépare. Bien, voilà, à mon avis, comment se fabrique une société sur ces trois dimensions, ces trois coordonnées, à la fois spatiale, temporelle, troisième dimension, lorsqu'elle marche à peu près et lorsqu'elle réussisse à conjurer la guerre, la stérilité et le non-sens. Or, c'est précisément ce régime-là, ce régime de la société auquel nous sommes attachés, que détruit à la racine le néolibéralisme ou son bras armé, le capitalisme rentier et spéculatif, puisque son ennemi principal, c'est effectivement toutes les relations de dons saisies dans leur ambivalence, dans leur ambiguïté. Vous avez bien vu, je ne parlais pas de charité, c'est une relation extraordinairement complexe. Mais le néolibéralisme ne veut voir entre les sujets humains, ou chez les sujets humains, que des individus séparés les uns des autres, mutuellement indifférents, calculateurs rationnels, débarrassés de toutes leurs enveloppes culturelles, éthiques, etc., et réduits uniquement à l'état de machines à calculer et de machines à fabriquer, au bout du compte, de la spéculation, puisque si le seul objectif c'est l'intérêt personnel, à ce moment-là, tant qu'à faire, autant le satisfaire le plus rapidement possible à travers la spéculation. Bien compris là-dessus. Le pari du convivialisme, c'est le pari qu'il est possible, non seulement possible, mais absolument nécessaire, de refaire une nouvelle société, simplement dans des échelles, à des échelles très différentes par rapport à celles qu'envisageaient les philosophies classiques, et dans la conscience de quelque chose de radicalement nouveau, d'inédit, qui est la conscience de la finitude du monde, de la finitude du monde humain et des ressources. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci. Bravo aussi pour le timing. Donc, je passe maintenant la parole à Daniel. Merci Jean-Pierre. Eh bien, moi je suis philosophe, c'est-à-dire quelqu'un qui essaie de penser, et freudien, c'est-à-dire angoissé. Et donc, comme si quelqu'un qui essaie de penser est angoissé, il faut qu'il se trouve quelques concepts pour essayer de se calmer et de lancer ce processus de pensée. Alors, le concept duquel je partirai est très ancien, au cœur même de la philosophie politique. Le terme, moi, de philosophie politique ne me dérange pas spécialement.
c'est la définition que donne Aristote dans la politique ou les politiques, c'est-à-dire l'homme comme animal politique. Et c'est à partir de là donc, j'essaierai de réfléchir. J'essaierai de réfléchir donc sur les deux éléments, animal et politique. Alors, est-ce que l'homme est un animal? Oui et non. C'est un animal parce qu'il appartient à une espèce générale des mammifères supérieurs, donc c'est un animal. Mais à la différence donc des autres animaux, il n'est pas comme, ça c'est un propos de Kant, cet animal, l'homme n'est pas tout conduit par nature. C'est-à-dire que les autres animaux, les vrais animaux, si je puis dire, ont la chance d'avoir déposé dans leur matériel génétique donc un certain nombre d'indications qui leur permet de savoir globalement où vivre, qui manger et qui viser comme proie sexuelle. C'est déjà pas mal comme viatique dans une vie. Et donc, l'animal, le vrai, est tout conduit par nature. Or, l'homme n'est pas tout conduit par nature, parce que sa nature est notoirement incomplète. Je reprends là un certain nombre de notions qui traversent tout le champ philosophique, depuis Platon jusqu'à Freud, justement, avec le concept du Hilflosigkeit, c'est-à-dire l'inachèvement de l'homme à la naissance. L'homme est notoirement inachevé à la naissance. C'est d'ailleurs pourquoi il a besoin d'un long processus de maturation, de maternage et d'éducation. Et ce processus n'est jamais fini. La preuve, c'est que vous, à votre grand âge, vous êtes encore dans une salle à écouter des gens comme nous qui pour essayer de comprendre le monde. Donc nous sommes inachevés et dans un processus qui n'arrive pas justement à un terme. Alors ça, c'est du côté de notre animalité. Nous avons un manque de nature, et ce manque de nature, nous n'avons qu'une seule possibilité, c'est d'essayer de le combler ou d'y suppléer par un ajout de culture. Et de fait, toutes les sociétés humaines, depuis la nuit des temps, donnent aux nouveaux venus, donnent au sens du don d'Alain, Marcel Mons, donne donc un supplément de culture pour pouvoir, en quelque sorte, s'accomplir, sinon s'achever. Alors, au centre de ce don de culture qui est fait par les générations précédentes, c'est pour ça d'ailleurs que je souscris à la remarque qu'avait fait Alain Supiot tout à l'heure en disant nous ne sommes pas autonomes, puisque nous recevons une part essentielle de nous-mêmes, des autres, de ceux qui nous sont précédés, et donc nous ne sommes pas autonomes, nous sommes dans une relation d'hétéronomie, puisque nous procédons donc à partir d'un don de culture tel qu'il a été accumulé par les générations précédentes. Alors il se trouve qu'au centre de ce supplément culturel, il est généralement organisé autour d'une figure qui est la figure que je pourrais appeler d'un tiers, d'un grand tiers. Ça peut être, il a des formes diverses, ce tiers, ça peut être un dieu, mais ça peut être aussi, il a des formes, l'humanité n'a jamais cessé d'inventer des tiers qui trônaient au centre de leur culture pour donc donner un sens à cette culture. Alors de ces tiers, on en connaît beaucoup. Bon, puis le totem, cher à Freud, les esprits dans certaines socialités, le cosmos dans les sociétés d'Orient, en Occident, donc les formes d'un dieu multiple, comme par exemple dans le polythéisme grec, c'est donc le côté Athènes de notre civilisation occidentale, et puis les formes donc non plus polythéistes, mais monothéistes qui nous viennent donc de Jérusalem, refondée à Rome, etc., etc. Avec donc un tiers qui peut avoir différentes formes, une forme unique, ou une forme 3 en 1, ou une forme même avec un certain nombre d'avatars. Ce tiers peut être immanent. Par exemple, chez les Grecs, les forces de la nature, la physis, ces différents dieux pouvaient s'emparer, suggérer dans l'esprit des individus un certain nombre d'idées, de rêves, qui donc assaillaient en quelque sorte l'individu, le sujet, et donc lui faisaient surgir un certain nombre d'idées à l'esprit.
ce Dieu peut être aussi transcendant, c'est-à-dire non plus immanent dans le monde, mais infiniment lointain. C'est même la caractéristique des dieux du monothéisme. Ce Dieu peut être aussi vengeur. Il peut réclamer, par exemple, qu'au nom d'une moitié de l'humanité, une autre moitié de l'humanité soit opprimée. Ça s'appelle le patriarcat, par exemple. On a parlé de l'oppression des femmes, mais il y a des dieux qui ont été des dieux vengeurs à l'encontre d'une moitié de l'humanité. Il y a des dieux vengeurs aussi à l'encontre de quasiment toute l'humanité et qui veulent quasiment détruire l'humanité. On en a un certain nombre d'exemples maintenant dans notre monde, je ne l'épilogue pas. Et puis on a une sorte de Dieu absolument nouveau auquel on a affaire maintenant et que j'appellerais tout simplement le marché. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Le divin marché ». Le marché est devenu le remède absolu à tous nos maux. Ce marché se présente avec une forme tout à fait singulière par rapport aux choses de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il, Alain Caillé vient d'y insister là-dessus, ne nous recommande que de nous occuper que de nos intérêts particuliers en promettant que l'intérêt général sera servi si on prend soin de ces intérêts particuliers. On voit donc dans ce rapport nature-culture, auquel je tiens beaucoup, que la forme culturelle dans laquelle nous sommes, avec l'éminence de ce divin marché, de ce Dieu marché, en fait, apporte au lieu donc d'une rétribution pour l'ensemble des individus, quelque chose qui est autre, qui est la possibilité d'une destruction du monde, parce que si chacun ne prend soin que de ses intérêts privés, alors chacun va devenir ce que donc on entendait dans le texte de Freud et dans le texte de Brecht, un loup pour l'homme, et chacun ne va vouloir se lancer dans le monde que pour exploiter à ses propres fins ce monde. Nous sommes donc avec ce Dieu marché, ce nouveau Dieu marché, cette nouvelle figure divine qui est présentée comme, je répète, comme le remède à tous nos maux par la pensée unique, par cette culture néo- et ultralibérale. Nous sommes donc aux prises avec un Dieu qui donc amène en quelque sorte comme horizon à la possible destruction du monde. Et je crois donc que nous avons un immense devoir, c'est d'une intervention dans la culture, c'est d'ailleurs pourquoi nous sommes ici dans un lieu éminemment culturel, au théâtre, pour refonder un nouveau récit avec un nouveau tiers qui reprendrait un certain nombre de formes qui sont déjà connues dans le champ philosophique. Je pense par exemple à ce que Rousseau disait dans le contrat social, quand il disait que chaque individu ne peut se trouver en relation avec l'autre qu'en procédant à une renonciation d'une partie de sa jouissance. Il ne peut pas tout dans des formes hubriques ou dans des formes pléolexiques, parce que alors là, nous sommes dans des formes dévastatrices, mais il doit renoncer à une partie de sa jouissance pour la mettre au compte, disait Rousseau dans le contrat social, d'un moi commun. Et je crois que la grande tâche culturelle dans laquelle nous sommes, la grande tâche narrative, la grande tâche fictionnelle dans laquelle nous sommes, c'est essayer de nous rebricoler un tiers qui est un tiers avec lequel on pourrait enfin essayer de vivre ensemble dans toutes les dimensions de ce vivre ensemble. Ce n'est pas simplement le vivre ensemble, comme le disait Alain Zuclot tout à l'heure, comme celui des vaches qui broutent ensemble leurs prés. C'est vivre ensemble au sens de vivre ensemble dans une commune humanité, c'est-à-dire nous appartenons tous à la communauté humaine. C'est vivre ensemble dans une commune socialité, c'est-à-dire une socialité qui n'est pas partagée entre 1% qui possède autant que 99% et qui introduit une scission dans l'espèce humaine, une nouvelle scission dans l'espèce humaine qui fait suite à d'autres scissions que nous avons connues au siècle dernier, justement, avec le nazisme dans la Seconde Guerre mondiale, qui se pensait comme étant le tenant de ces surhommes qui pouvaient donc exterminer des sous-hommes.
Donc, principe de commune socialité. Nous participons tous à cette commune socialité. Principe, je termine, principe d'individuation qui fait que, en dépit de ces principes de commune humanité et de commune socialité, nous avons une individualité propre. Je rappelle d'ailleurs que si vous relisez les manuscrits 44 de Marx, demain il y aura un extrait des manuscrits 44 de Marx, ça vaut la peine parce que vous y découvrirez un Marx individualiste qui dit que la marchandise anime toutes les potentialités de l'individu. Et donc, c'est ce qui a manqué au communisme, ça, cette dimension de l'individualisme, puisqu'il fallait que l'individu se taise au profit, donc, du collectif et des lendemains qu'elle est chantée. Et puis enfin, le principe d'un pluralisme. Nous ne sommes pas tous complètement d'accord, on entend ce soir autour de cette table. Donc là, il y a à reprendre les principes du libéralisme, non pas économique, bien sûr, mais du libéralisme politique, donc qui sache y faire avec la pluralité des points de vue. Alors si on fait le bilan de tout ça, donc c'est reprendre quelque chose du communisme, c'est reprendre quelque chose avec la commune humanité, c'est reprendre quelque chose du socialisme avec la commune socialité, c'est reprendre quelque chose de l'anarchisme avec le principe d'individuation, et c'est reprendre quelque chose du libéralisme politique avec le principe du pluralisme et la pluralité des points de vue. Tout ça pourquoi ? Pour essayer de faire que notre aventure, sans bilan quand même, que nous sommes lancés dans cette aventure, nous, en tant qu'êtres humains, cet animal politique, ce faux animal, je dirais théologico-politique, pour venir à la fin de mon propos. Donc je suis parti de l'homme est un animal politique pour dire non, l'animal est un faux animal théologico-politique qui a maintenant en charge la nécessité de la création d'un tiers, je dirais d'un tiers laïque. Voilà, nous avons à inventer une nouvelle espèce surnaturelle de fiction qui puisse nous garantir une pérennité à l'avenir. Merci. Merci. Il nous reste maintenant une quinzaine de minutes de discussion avec le public et essayez notamment de faire bref et des questions avant toute chose. Merci. Je voulais vous demander, la mondialisation que nous vivons aujourd'hui, qui est le fait d'une économie qui envoie sur les routes toutes sortes de travailleurs venus de très loin, qui aussi nous envoie tous les réfugiés des guerres, pas seulement économiques, mais violentes, qui fait circuler dans une espèce de, comment on pourrait dire, de base très pauvre, un commun qui est uniquement consommateur. Comment est-ce que, devant la réalité de l'absence de commun, que tous ces gens venus de partout, avec des valeurs différentes, avec des histoires différentes, avec des symboliques différentes, peuvent faire de la convivialité? Je me pose cette question. Souvent, je me pose cette question quand je suis dans le métro et que je regarde tous ces gens qui viennent de partout, et je me dis comment est-ce qu'on peut un jour se révolter, puisque nous n'avons pas du tout les mêmes intérêts. Il y a une autre main. C'est pour Chantal. Si on part sur une théorie que la politique est essentiellement partisane, c'est-à-dire on prend des engagements parce qu'on ne peut pas tout raisonner, etc. Est-ce que ça veut dire que est-ce que nos institutions politiques, en faisant qu'un parti qui est élu et partisan prend la main sur tout l'État, en fait, une fois qu'il est élu, est-ce que ça c'est en fait une mauvaise idée? Est-ce que ça fait que on tombe dans une situation après qui devient bipartisane quand vous avez l'autre parti politique qui est élu? Est-ce qu'on est dans une situation de blocage finalement? Donc est-ce que la conséquence de votre raisonnement, c'est de trouver d'autres moyens démocratiques qui permettent à tous ces conflits partisans se dérouler sans qu'un seul parti prend la main sur toutes les institutions en étant élu?
Bonjour, je m'appelle Caldon, je suis français et brésilien et je voulais préciser ça parce que je suis venu ici pour essayer de penser, parce qu'au Brésil il y a un coup d'État en ce moment qui est en train de s'implanter. Et donc ma question était celle-là, vous invitez à passer de l'ennemi, enfin du combat au conflit et engager l'adversaire. Ma question est celle-là, comment on invite l'adversaire à discuter alors qu'il nie le politique, il est dans l'option de nier les idées, les idéologies. Et c'est une question peut-être pratique, mais voilà, comment on invite l'adversaire à se constituer adversaire pour engager la conversation avec lui et pouvoir s'opposer à lui. Les patients sont déjà engagés, donc c'était justement avoir l'adversaire en argument. Oui. Bonsoir, j'ai pas l'habitude de parler, donc je voulais juste noter que de passer de pilote de chasse à astronaute, je trouve que c'est la meilleure idée qu'il faudrait enseigner à tout le monde. Et je pense qu'il faut travailler des voies pour cela. On parle de fragilité, moi je pense qu'il faut passer par la douceur, le doux pour être une politique par exemple. Donc je remercie Patrick Vivray d'avoir donné cette idée qui m'a l'air absolument essentielle. Une dernière question, puis on va passer aux réponses. Bonjour. Je suis restée avec la phrase « on n'a pas du tout les mêmes intérêts, mais on continuera après ». Ça m'a surpris. Il y a quelque chose que vous avez dit par rapport à notre... moi, je trouve qu'on est des animaux, par rapport à ce que vous avez dit. Et que quand on est, la seule différence avec les autres animaux, c'est que notre enfance, elle est plus grande. Et cet espace d'enfance, elle est très importante parce qu'on a effectivement quelque chose dans nos cerveaux qui est à évoluer et à développer. Et on voit, et c'est prouvé même dans les recherches en psychologie, que des bébés de 6 mois et des enfants de 4 ans arrivent à faire des expériences qu'un adulte ne peut pas faire. Donc il y a effectivement quelque chose dans cette évolution qui ne peut nous différencier. Et ça va vers ce que vous avez dit vis-à-vis de ce qu'on apprend enfant. Vous avez parlé de l'homme, il y a aussi la femme, mais effectivement de la fragilité, de cette fragilité. Et je trouve qu'une des choses les plus importantes, et ça je parle dans un futur, et quoi faire de notre futur, j'entends très peu parler de l'éducation. Et je trouve que c'est la base de tout, par rapport à tout. Les personnes parlent, très peu de gens parlent de ça. Et c'est là que l'homme est construit, effectivement. Et cette fragilité qu'on apprend dès l'enfance et l'entourage, et c'est là qu'on peut apprendre à respecter l'autre. Moi, le mot convivialité me dérange. Effectivement, je vois plutôt les vaches et les chèvres. Je ne crois pas. Je ne pense pas qu'il faut aimer l'autre pour pouvoir le comprendre, le respecter. Et je trouve que c'est là qui est la base de toute société. Le convivialisme viendra après, ou pas. Mais effectivement, ce que vous avez parlé de cette fragilité, la compréhension de l'autre, de l'écoute, on ne peut l'apprendre que tout petit à l'école. Et ce qui arrive à l'école, effectivement, et de plus en plus, le système de l'éducation. À l'école et en famille. Ah d'accord, mais oui, mais c'est en rapport avec... Pardon, ok. C'est une apparition sur l'éducation. Je dis juste qu'il y a une table ronde demain sur l'éducation. Oui, mais bon, tout est ensemble en fait. Il n'y a pas de... Merci. Il y a la famille, c'est de On va donc passer aux réponses de la table. Qui veut commencer? D'abord, en ce qui concerne la question de... D'abord, j'ai dit que c'était la politique qui n'est nécessairement pas tout le même. Bon. Et bon, ça ne veut pas dire, bien entendu, que ça doit nécessairement se faire à travers parti. Et oui, c'est vrai que partisan, parti, ça ressemble, ça a des connotations très fortes, mais ça, je ne pense pas que cette lutte partisane, cette lutte doit se faire nécessairement à travers les partis. Par exemple, bon, je crois qu'aujourd'hui, surtout le genre de politique qui me semble qui est le plus adapté à la situation ici en Europe, que ce que j'appelle, bon là je sais que ça va susciter des tas de réactions négatives, un populisme de gauche,
Bon, c'est par exemple, pour moi, c'est la politique que fait le mouvement Podemos en Espagne. C'est une articulation, alors c'est clairement une politique partisane parce qu'elle rompt avec le cadre de ce qu'on appelle le post-politique, c'est-à-dire, bon, avant, durant le bipartisme en Espagne, le PSOE et le Parti populaire, bon, finalement, c'est comme ici, ou comme en Grande-Bretagne, toujours la même chose, le Parti social-démocrate et le Parti de centre-droit et de centre-gauche, finalement, offrent la même politique. Hein. Bon, ça, c'est évidemment, donc, c'est-à-dire que là-bas, la politique n'est pas partisane dans le sens où j'entends, parce que ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des formes de conflit, de différence entre les partis, mais dans la mesure où les partis n'offrent pas une alternative, un projet hégémonique différent, où il n'y a pas de, c'est ce que j'appelle la lutte agonistique. Donc pour moi c'est ça, il faut vraiment, pour que les citoyens puissent s'identifier à un projet, ben, il faut vraiment qu'ils sentent que c'est quelque chose qui se différent, sinon ça ne les intéresse pas d'aller aux élections. C'est une des raisons pour lesquelles on a de plus en plus d'abstention, c'est que dans la mesure où ils ont l'impression que ce qu'ils vont voter ne va faire aucune différence, donc ça fait vraiment le lead du populisme de droite, parce que ce sont les seuls qui, dans beaucoup de pays, prétendent offrir une alternative. Le cas de Podemos, justement, c'est très intéressant parce qu'ils offrent une alternative. Ils disent, non, nous, on va vraiment transformer l'Espagne. Ce n'est pas du tout une alternative de type révolutionnaire. Ils ne vont pas faire la révolution socialiste, mais ils vont vraiment, par exemple, mettre en question les politiques d'austérité. Ils mettent en question quelques dogmes fondamentaux du néolibéralisme. Mais ça se fait à travers l'articulation entre un mouvement social et ce qu'ils appellent la machine de guerre électorale. Donc ça ne veut pas dire, c'est pas que tout doit être pensé en termes de parti. Donc partisan, ça veut dire offrir des alternatives véritables, mais ça peut se donner de manière très différente. Et je crois, en ce qui me concerne, que pour un projet de gauche, il faut vraiment qu'il y ait une articulation entre le mouvement social et le vertical et de l'horizontal. Alors un mot peut-être à propos, je ne sais pas si c'était pas quelque chose qui était pour moi uniquement, mais le Brésil, hein, bon. C'est les brèves. Oui, mais vous savez, je veux bien être bref, mais enfin, il faut tout de même qu'on essaye de répondre quelque chose. Parce que bon, si quelqu'un d'autre veut faire le truc du Brésil, moi je suis tout à fait disponible. Parce que bon, là, je voudrais simplement dire, à partir de ma perspective, c'est très difficile, une fois que des relations ont été construites en termes d'ennemis, de passer à la relation adversariale. Quand vous me dites, bon, comment est-ce qu'il faudrait adresser l'ennemi pour qu'il devienne un adversaire, c'est extrêmement compliqué. C'est pour ça qu'en fait, cette perspective agonistique consiste surtout à dire il faut la démocratie. Le rôle de la démocratie, c'est de créer les institutions qui vont permettre, lorsque ce conflit antagonistique, et donc un conflit qui n'a pas de solution rationnelle, émerge, ils ne prennent pas la forme d'un conflit ami-ennemi, mais qu'ils prennent la forme d'un conflit entre adversaires. Mais ça ne peut exister que lorsqu'il existe des institutions qui permettent justement un véritable choix. Une fois que, et c'est malheureusement ce qui se passe dans beaucoup de pays d'Amérique latine, par exemple, vous m'avez dit le Brésil, mais on aurait pu dire le Venezuela aussi, là, c'est une lutte qui n'est pas du tout, c'est pas du tout en termes agonistiques que ça se donne en termes d'ennemis. Par exemple, dans le cas de Venezuela, bon, ils ont essayé de faire un coup contre Chavez. Dans le cas du Brésil, mais c'est un coup judiciaire, mais en fait c'est un coup d'État. Donc là, malgré tout, moi je crois que même lorsque des rapports sont établis en termes d'amis-ennemis, ils peuvent être transformés en rapports domestiques. C'est par exemple le cas de l'Irlande du Nord. Bon. Mais c'est pas facile. Merci.